Dans cette deuxième capsule vidéo consacrée au web dynamique à l'aide du langage JavaScript, nous allons poursuivre l'apprentissage des bases du code en JavaScript. Nous présenterons les grandes lignes des fonctions en JavaScript, puis des différentes structures de boucles très similaires à de nombreux langages. Enfin, nous mettrons nos connaissances en pratique à l'aide d'exemples concrets comme masquer une div après appui sur un bouton, changer le titre d'un bouton ou contrôler le nombre de sélections d'une liste déroulante lors de la validation d'un choix utilisateur. Allez, en route pour la découverte. Cette vidéo propose de nombreux exemples de code HTML ou JavaScript. Afin de bien les assimiler, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause quand cela vous est nécessaire, puis tapez dans votre IDE HTML JavaScript préféré les différents codes afin de bien les assimiler. C'est en effet en codant que l'on apprend à coder. Voyons dans un premier temps comment écrire des fonctions en JavaScript, puis les gérer avec les appels aux fonctions. Comme dans de nombreux langages, les fonctions peuvent se déclarer grâce au mot-clé function. Vous voyez sur cet exemple la déclaration de la fonction et des paramètres liés entre parenthèses. L'ouverture de la fonction se fait avec un bloc entre accolades. Vous écrivez le code de la fonction à l'intérieur, comme ici la structure conditionnelle if-else. L'ensemble des paramètres est passé, comme dans de nombreux langages, entre parenthèses au moment de la déclaration de la fonction. Les fonctions peuvent renvoyer une variable au programme principal appelant grâce au mot-clé return. Par exemple, dans l'exemple présenté, la fonction le mois entre parenthèses num, le seul paramètre étant un entier, vous permet de renvoyer en lettres le mois sélectionné, avec le return les mois, les crochets et le nom du mois. On a une lecture simple d'un tableau. Les variables locales déclarées avec le mot-clé var ne sont pas récupérables à l'extérieur de cette fonction. Réalisons maintenant une fonction qui permet de masquer une div après un clic sur un bouton. Tout d'abord, nous insérons dans le code présenté à la ligne 10 notre script JavaScript avec la balise script. Nous avons ensuite à la ligne 23 notre bouton avec un onClick qui correspond à l'appel d'une fonction clic sur image qui sera définie dans notre script JavaScript. Il faut donc au préalable à la ligne 17 définir une div avec id divImage de la ligne 17 à la ligne 21 permettant d'afficher une image. Notre bouton possède aussi un identifiant id égale bouton image qui sera géré ensuite dans notre fonction JavaScript clic sur image. Par défaut, notre div créée à la ligne 17 divImage possède un style qui permet d'afficher le bloc de la div avec un style display de .block. Nous allons gérer ensuite le style grâce à notre script JavaScript. Voyons concrètement ce que cela donne sur l'écran de notre navigateur. Notre page HTML s'affiche avec l'image. Cette image est en réalité incorporée, encapsulée dans une div, la div divImage, dont le style est affiché. Vous voyez en bas de page le bouton masquer image qui correspond en fait à un bouton standard et à une action JavaScript sur le onClick qui appellera la fonction clic sur image précédemment définie dans notre script appelé en en-tête de page web. Voyons maintenant l'écriture en JavaScript de la fonction clic sur image qui permet de gérer cet affichage ou non de la div. La fonction clic sur image est définie à la ligne 12 sans aucun paramètre. Nous avons tout de suite une structure conditionnelle qui permet d'appeler en fait le style de notre div image avec le document .getElementById de la div image. Nous allons vérifier ensuite .style.display si celui-ci est en none ou en bloc. Dans le cas présent, la première structure conditionnelle de la ligne 15 à 18, nous avons notre image qui est masquée. Nous affichons donc tout de suite à la ligne 16, grâce au document .getElementById de notre div image,
le style.display, nous allons modifier en fait ce style d'affichage et nous allons le régler à bloc, c'est-à-dire que l'image sera affichée. Nous affichons donc l'image. Nous en profitons à la ligne 17 pour changer le texte de notre bouton. Notre bouton, lorsque l'image est masquée, indique afficher image. Cette fois-ci, l'image sera affichée. Notre bouton va donc prendre la valeur masqué.image. Nous pouvons changer la valeur de notre bouton grâce à document.getElementById. Nous appelons en fait sur notre document HTML, grâce à l'ID d'un élément qui correspond au bouton image, sa valeur et nous la modifions, nous l'affectons à masquer image. Dans notre structure conditionnelle, le else fait l'opération exactement inverse. Si l'image est affichée, on va masquer l'image et on va changer le texte de notre bouton à la ligne 22 en changeant le texte en afficher image. Le style de notre image et de notre div masqué se fera à la ligne 21. Voyez ici que l'on récupère l'information affichée masquée de la div image grâce à l'ID de notre div. Le document point correspond à notre page entière, le getElementById de la div image correspond en fait à l'élément souhaité, puis le style est géré, point l'affichage, donc point style, point display. Le résultat à l'écran sera assez simple. Dans le cas présent, au chargement de notre page HTML, notre div est affichée et donc l'image est présente sur l'écran. Le bouton en dessous de la div indique masquer l'image. Lorsque l'on clique sur le bouton masquer l'image, la div est passée en bloc none. Cette fois-ci, l'image n'apparaît pas. Le titre du bouton est modifié en afficher l'image. Le phénomène inverse se produit lorsque l'on clique sur afficher image, nous revenons à l'écran initial. Voyons maintenant un élément essentiel de toute programmation, les boucles en JavaScript. Nous allons voir tout de suite que celles-ci ressemblent à de très nombreux langages de programmation. La boucle for simple habituelle peut donc s'écrire en JavaScript comme ceci. Le for, on définit le pas, point virgule, le pas inférieur par exemple strictement à 10, et puis l'incrémentation du pas avec pas plus plus pour incrémenter à chaque fois d'un élément notre pas. Dans les accolades, vous pouvez mettre toute votre boucle. Ici, on se contente de concaténer en fait une chaîne de caractères pour afficher le compteur, et puis ensuite retourner en dehors de notre boucle le message sur une zone de texte. Vous voyez le résultat ici. Le compteur est égal à 0 puisque le pas est défini à partir de 0, jusqu'au compteur est égal à 9 puisque le pas doit être strictement inférieur à 10 dans notre boucle. Pour parcourir un tableau, par exemple, en JavaScript, vous pouvez procéder un peu comme nous faisions en PHP. Vous définissez d'abord le tableau. Ici, on va définir les mois avec une clé, une valeur, 1 janvier, 2 février, etc. etc. Et dans notre boucle for, cette fois-ci, pour i est égal à 1 jusqu'à i inférieur ou égal à 5, eh bien, on affiche le mois et en chiffres, puis le mois en lettres. Attention, si vous essayez d'accéder à une donnée du tableau par un tableau indice alors que l'indice n'existe pas, vous aurez un affichage erroné. Cette fois-ci, le JavaScript n'effectuera pas une erreur comme on pouvait l'avoir par exemple en PHP ou en Python, mais affichera juste undefined, comme vous pouvez le voir présenté ici sur l'exemple mois numéro 5, avec l'affichage undefined, la valeur n'existe pas dans notre tableau. Deuxième type de boucle possible, la boucle while, qui possède un fonctionnement semblable à celui du while que nous avons pu rencontrer en Python ou PHP. Sur l'exemple présenté ci-dessus, à la ligne 41, vous voyez un while i strictement inférieur à 10. I a été défini juste au-dessus à la ligne 40 et initialisé à 0. Dans notre boucle, nous avons une incrémentation à la ligne 44 avec notre i++, et donc entre 0 et 9, nous allons avoir notre boucle while. Même chose que précédemment, nous affichons le compteur avec juste le numéro, ce qui donne l'affichage suivant à l'écran. Attention, comme dans tous les langages que nous avons vus précédemment, il faut bien vérifier que la boucle a une terminaison, afin de ne pas générer une boucle infinie à cause du while. Il faut donc par exemple, si vous avez une condition sur i,
pour que i soit toujours incrémenté et que i puisse toujours correspondre à notre condition d'arrêt. Une dernière structure de boucle, la boucle do-while, est une alternative au while standard et permet un premier passage dans la boucle quelle que soit la condition. Vous voyez ici à la ligne 50 le début de la boucle, le do. La boucle va de la ligne 50 à la ligne 54 entre les accolades. Vous voyez bien que de toute façon nous lisons le code du haut en bas et que nous exécutons le do. Nous arrivons à la ligne 55 et la signification tant que i strictement inférieur à 10 nous signifie que nous allons reprendre le do jusqu'à cette condition. Vous voyez l'affichage cette fois-ci, nous avons toujours le compteur de 0 à 9 puisque nous avons imposé i strictement inférieur à 10 alors que i était initialisé à la ligne 49 avec un i égale 0. On peut ainsi éviter d'initialiser la condition avant le premier passage dans la boucle. Pour mettre en application tout ce que nous venons de voir sur le JavaScript, nous allons voir maintenant un exemple pour compter le nombre de sélections dans un select. Notre objectif est sur l'écran du navigateur d'avoir une liste déroulante contenant en fait des sports. L'utilisateur doit choisir au maximum 3 sports, mais au minimum 1. Nous avons donc ici un select avec un identifiant, donc un ID sport et un name sport. Nous imposons la possibilité de faire des choix multiples avec le multiple et nous affichons donc l'ensemble sur cette ligne. Le bouton en dessous valide les choix. Le bouton va donc avoir là aussi un ID. Nous avons besoin ensuite dans notre JavaScript pour gérer correctement l'utilisation du clic sur ce bouton. Bien sûr un texte à notre bouton et une fonction validée qui permettra ensuite, une fois que les vérifications auront eu lieu, de lancer un autre script JavaScript ou autre. Voyons concrètement ce que cela donne dans le code HTML. Nous ne reviendrons pas sur l'entête de notre code et le début du body. Voyez cependant en bas de page l'appel au script JavaScript qui permettra de charger en fait les fonctions de contrôle de notre select. Notre select contenant la liste des sports avec l'ID sport, le name sport et multiple est entouré en rouge. Vous voyez ensuite pour chaque option la valeur des sports. Par défaut, aucun n'est sélectionné. Notre bouton à la ligne 30, dont son ID bouton validé, appellera une fonction validée lorsque l'on clique dessus. Nous verrons cependant qu'avant ce onClick, dès que le clic est opéré sur le bouton, nous avons dans notre script monjavascript.js également une fonction qui permet de gérer la vérification du nombre de sports sélectionnés dans cette liste déroulante. En parallèle de notre code HTML, voyons le code du fichier JavaScript. Tout d'abord, nous allons définir une fonction quantité dont le seul paramètre sera l'objet. Cette fonction pourra nous resservir quel que soit le select opéré. Nous initialisons le nombre d'objets sélectionnés à la ligne 56 avec un let nb est égal à 0. Puis nous allons opérer une boucle sur l'ensemble des sélections possibles de notre select pour voir si chacune est sélectionnée ou non. Le for sera donc en fait de i jusqu'à la longueur maximale du nombre d'éléments de notre liste et chaque élément sera sélectionné et testé à la ligne 59 avec un selectObjet.option entre crochets i pour sélectionner en fait chaque sport de notre select, .selected qui nous renverra un vrai ou un faux en fonction de la sélection ou non par l'utilisateur de ce choix. Si le choix est sélectionné à la ligne 60, nous incrémentons notre nombre. Cette fonction va renvoyer à la ligne 63 le nombre de sélections opérées dans notre select. Deuxième point, en bas de page, vous avez la vérification et l'affichage d'une alerte en cas de sélection absente ou de sélection supérieure à 3 sports. Nous avons l'élément essentiel à la ligne 68 qui va gérer notre bouton. Notre bouton est défini juste au-dessus. Et nous allons vérifier en fait l'événement correspondant au clic et lui affecter une fonction générique ici. La fonction générique commence à la ligne 70. La première des choses, nous récupérons le nombre de sports liés à notre formulaire et notre select.
Et ce nombre de sports est testé ensuite par une structure conditionnelle simple à la ligne 71. Le nombre de sports est égal à 0, nous affichons une fenêtre d'alerte, il faut sélectionner au moins un sport. Sinon, à la ligne 76, la fin de notre structure conditionnelle, si le nombre de sports est strictement supérieur à 3, nous avions imposé 3 maximum, à nouveau une fenêtre d'alerte avec vous avez sélectionné plus de 3 sports. Voyons maintenant concrètement à l'écran ce que cela donne. Notre page HTML nous affiche la liste des sports. Nous pouvons sélectionner par exemple aucun sport et cliquer sur le bouton Valider mes choix. Tout de suite, une pop-up s'ouvre avec une erreur, il faut sélectionner au moins un sport. À l'opposé, si nous sélectionnons 4 sports dans notre page HTML et que nous cliquons sur le bouton Valider mes choix, la deuxième fenêtre correspondant à notre structure conditionnelle dans le code JavaScript s'affiche avec erreur. Vous avez sélectionné plus de 3 sports, nombre de sports choisi 4. Nous avons bien réalisé une vérification de saisie d'un utilisateur et un premier contrôle avant l'exécution de la fonction Valider les choix. C'est à vous. Vous venez de découvrir les principaux éléments nécessaires à la gestion d'un code JavaScript pour vous fabriquer une page web dynamique. Vous pouvez maintenant reprendre les exemples présentés dans cette capsule pour les adapter à vos projets. Vous pouvez lier vos codes JavaScript à votre page HTML et gérer les saisies utilisateurs grâce à des structures conditionnelles et ou des boucles. Dans la prochaine capsule vidéo épisode 3 du JavaScript, nous tenterons de réaliser un jeu de memory entièrement en JavaScript pour vous montrer toute la puissance de ce langage dans le développement des pages web. En attendant, si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques références de sites spécifiques au JavaScript. Tout d'abord, l'ensemble de Mozilla vous permet en fait d'avoir un guide complet de JavaScript. En suivant ce lien ou en faisant une recherche avec Mozilla JavaScript Guide, vous obtiendrez l'ensemble des descriptions des fonctions JavaScript. Les cours d'Open Classroom vous permettent aussi de dynamiser vos sites web avec du JavaScript. Alors, il n'y a qu'un pas à faire et un peu d'entraînement pour avoir des pages réellement dynamiques. Bon courage!